Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amis sportifs, vous êtes naturellement les bienvenus à ce magazine de sport Fanzone sur votre chaîne TV+. Je le rappelle, nous sommes le lundi 30 janvier 2023. Au sommet, on va parler arts martiaux, taekwondo, wushu. On va parler football avec cette conférence de presse animée au stade de Nzanyon samedi dernier par la commission électorale chargée de l'élection du bureau au niveau de la Ligue de football de l'Estuaire à l'international. On ira également chercher l'information sur le plan du football, mais aussi pour parler d'autres disciplines sportives. On se retrouve juste après. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous en ce qui concerne bien sûr ce rendez-vous sport sur TV+. Et pour animer également toute cette actualité sportive, je serai secondé par Jeremy Ngoma, mais aussi Herman Malaga de la rédaction sportive de TV+. Et pour ouvrir donc le débat, on reçoit également sur ce plateau Maître Meksin Ndomita, vice-président de la Ligue de Wushu de l'Estuaire. Jeremy, bonsoir. Bonsoir Joël. Maître Meksin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En introduction, je m'interrogeais sur l'actualité en ce qui concerne bien sûr le Wushu, non seulement à l'Estuaire, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Maître Meksin Ndomita, vous êtes, je le réitère, vice-président de la Ligue de Wushu de l'Estuaire. Où en est le Wushu au niveau de notre province? Ok, je vous remercie de m'avoir accueilli ici pour parler du Wushu. Un sport qui me tient à cœur, c'est ma passion. J'y suis investi totalement. Alors, il faut dire il faut reconnaître quand même une certaine léthargie, comme vous l'avez soupçonné certainement, au niveau du Wushu, c'est-à-dire non seulement sur le plan de la Ligue, mais aussi au niveau fédéral. Mais cela s'explique par un certain nombre de paramètres. Dès le départ, psychologiquement, on va le rappeler, la pandémie du coronavirus, effectivement. La pandémie du coronavirus a sérieusement affecté la structuration, sinon l'organisation de notre art martial. Dès le départ, il faut le savoir, par exemple, au niveau de la Ligue, la fermeture des clubs qui étaient pour la plupart installés dans les établissements scolaires nous a affectés. Nous prenons le cas d'un club phare, d'une école de Wushu phare, l'école de Wushu de Bessieux. Aujourd'hui, par exemple, les athlètes se sont réinvestis même dans une toute autre passion, c'est-à-dire, c'était toujours les arts martiaux, mais plus trop le Wushu, c'est-à-dire le MMA en ce moment. Voilà, donc malgré par exemple l'ouverture l'année dernière de l'école de Wushu du lycée Sainte-Marie, nous peinons véritablement à reprendre nos marques d'antan. Au niveau fédéral, c'est quasiment la même chose. Je ne pourrais pas trop commenter l'actualité au niveau des autres ligues, mais je sais qu'il y a la mise en place de la ligue de Wushu de l'Ogooué maritime. Mais depuis cette mise en place qui remonte à, je pense, à près de 2 mois ou 3 mois maintenant, nous n'avons plus eu d'actualité venant de la Ligue. Il faut dire que ces ligues ne sont pas vraiment des vases communicants pour qu'on puisse savoir en temps réel ce qui s'y passe, effectivement. Oui, on parlait tantôt de la situation du Wushu dans la province de l'Estuaire. Vous venez de nous dire que le club qui animait un peu la vie du Wushu à l'Estuaire, qui est basé du côté du collège Bessieux, a muté en quelque sorte pour faire maintenant du MMA. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que, bien sûr, nous savons que la pandémie est passée par là, 2 ans d'ineptie, d'inactivité, toutes les fédérations sportives en ont souffert, mais
Est-ce que c'est ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, le club Wushu du collège Bessieux se transforme en MMA, ou bien tout simplement parce que les responsables de ce club et les responsables du Wushu au niveau de la province de l'Estuaire n'ont pas su rebondir après la pandémie? C'est tout à fait vrai. On n'a pas véritablement su reprendre nos marques, comme je le disais, nos marques d'antan après la pandémie. On essaie tant bien que mal de nous y faire, hein. On essaie tant bien que mal de nous y faire. Mais il faut savoir que nos athlètes, c'est parfois des passionnés et des passionnés qui ont besoin d'action. Et quand cette action n'est pas, comment dire, ne leur est pas offerte, à ce moment-là, ça devient compliqué. Et c'est pourquoi pour la plupart, ils se sont reversés dans ce qui est, comment dire, un peu plus chaud. Dans la pratique d'autres arts martiaux, arts. Exactement, effectivement. Parce qu'un des nôtres, par exemple, Koba Ruben, qui a tiré autour de lui un certain nombre de jeunes, lui, il s'est déjà lancé. Il a déjà 2 combats au moins à l'international en termes de MMA. Dans ce temps, bon, au niveau du Gabon, c'est-à-dire au niveau fédéral, c'est vrai, nous avons organisé vers août une compétition nationale qui a réuni assez de monde, mais pas tout à fait la crème des crèmes comme nous le voyons par le passé. Donc du coup, nous peinons vraiment à progresser, à retrouver les marques d'antan, comme je le disais tantôt. Quand on se projette et quand on regarde pratiquement, on ne va pas d'abord se projeter, on va regarder dans le rétroviseur. Aujourd'hui, on termine l'année 2022. Quel bilan pouvez-vous faire en tant que vice-président de la Ligue de Wushu de l'Estuaire en cette fin d'année, avant qu'on ne se projette pour l'année 2023, parce qu'on a l'impression que les choses seront très difficiles pour vous? Ok, alors, le bilan de l'année dernière, il faut dire qu'un certain nombre de clubs ont tant bien que mal fonctionné, hein. L'école les pharaons du lycée Jean-Hilaire Obam a bel et bien fonctionné. L'école de Wushu et Zangeme du lycée Sainte-Lydie a bel et bien fonctionné. L'école de Wushu de la CETRAG a bel et bien fonctionné. Je peux compter sur ces 3-là. Mais alors, en termes de compétition, nous n'avons pas pu organiser de compétition. Et ça, il faut le reconnaître. Nous avons quand même organisé un certain nombre de stages au niveau de la CETRAG, mais qui n'ont pas permis effectivement de mettre en place une compétition particulière. Il faut reconnaître une tare au niveau des fédérations sportives gabonaises, sinon particulièrement peut-être la Fédération gabonaise de Wushu, c'est que nous dépendons pour la plupart des financements de l'État pour mener à bien nos activités. C'est vrai, aujourd'hui, on est en train de trouver des méthodes de résilience, c'est-à-dire fonctionner autrement qu'avec les financements de l'État. Alors, par exemple, cette année, bon, au niveau fédéral, hein, nous entendons organiser bientôt la Coupe de l'ambassadeur de Chine, mais au niveau de la Ligue, il y a un programme qui est mis en place et bientôt nous allons le mettre en branle en attendant que le président de la Ligue de Wushu de l'Estuaire lui-même donne le top et puis nous y attelons. D'accord, on vous retrouve juste derrière. Monsieur le vice-président, à vous entendre, on a l'impression que le torchon brûle réellement entre la Ligue de l'Estuaire et le bureau fédéral. On n'a pas évoqué notre relation en ces termes, hein. Alors, nos relations, c'est effectivement des relations hiérarchiques. La fédération est au-dessus de la Ligue et nous dépendons vivement de la fédération. Alors, par exemple, quand il s'agit d'aménager le programme ou le programme d'activité de la Ligue, nous le calons sur le programme d'activité de la fédération. Alors, c'est vrai qu'il peut
Il peut par moment y avoir un certain nombre d'incompréhensions avec la fédération, certainement quant à la structuration du sport ou sur le plan technique, mais nous parvenons à nous asseoir et puis en parler calmement et puis trouver un terrain d'entente. Donc, je ne peux pas parler de torchon qui brûle, hein. Ben, on a l'impression que les relations sont peut-être tumultueuses, mais qu'à cela ne tienne, 2023 arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer les pratiquants du wushu que leur discipline va revenir comme avant? Ok, en temps normal, nous sommes en train de nous y atteler, hein. Je le disais, je le rappelais un peu plus tôt que il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé des réunions avec la fédération, le bureau fédéral, pour parler du programme d'activité de la saison sportive, de cette saison sportive. Et comme première activité en termes de compétition, d'ici au début du mois de mars, nous entendons organiser la Coupe de l'ambassadeur de Chine. Nous sommes en train de nous y préparer. Chaque entité s'est investie tant bien que mal, et on va le dire sur le plan technique, sur le plan financier aussi. Voilà, donc c'est en accord avec le bureau fédéral qu'on participera justement à cette compétition. Quand on regarde les images que vous nous avez envoyées, on a l'impression que ces images datent d'il y a Mathusalem. Est-ce qu'on va retrouver cette ambiance, cette harmonie autour du wushu à l'estuaire? Alors, je pense que j'ai envoyé nous avons envoyé un certain nombre d'images qui présentent le wushu, durant toutes ces dernières années, hein. L'une des activités la plus récente du wushu, on va dire sur le plan fédéral, était la compétition, je le rappelais tantôt, nationale qui a été organisée, je vais bien dire, hein, Taolu et Sanda. Taolu, c'est le plan technique et le Sanda, c'est le combat de wushu. Alors, elle a été organisée le 8 août dernier, c'est-à-dire le 8 août 2022, on va dire l'année dernière. Alors, comme je le disais, il faut le regretter quand même parce que au moment où je passais candidat à la dernière élection de la Fédération gabonaise de wushu, mon programme consistait, par exemple, pour le résumer, hein, en le wushu business. C'est-à-dire, je cherchais, par exemple, je voulais proposer quelques pistes de solutions pour qu'on dépende de moins en moins des financements de l'État, des subventions de l'État. Et vous allez remarquer, le wushu, effectivement, a commencé à péricliter, à décliner, ou on va dire à chuter, depuis 2015. Hein. 2015, on n'est plus jamais sorti. On a voulu faire des pieds et des mains en 2019 pour participer, par exemple, à la compétition internationale de Shanghai. L'État devait nous accompagner. Ça n'a pas eu lieu. Mais bon, alors, si nous commençons à comprendre comme actuellement que nous pouvons essayer de nous cotiser, c'est-à-dire les ligues et la fédération, pour organiser, en tenant compte de nos moyens, un certain nombre de compétitions taillées sur la base de ces moyens. Je pense que ce sera le début d'une nouvelle prise de conscience. On changerait de paradigme et je pense qu'on boosterait mieux le wushu. Jeremy, qu'on le veuille ou pas, le wushu, vraiment, il faut le dire, les pratiquants sont complètement abandonnés. Oui, les pratiquants du wushu sont abandonnés. Il faut dire que le wushu est aujourd'hui une discipline sportive qui se meurt. On a l'impression, pour être un peu plus clair, j'ai suivi un peu la campagne du maître Mexan il y a 1 an et demi, 2 ans par là, où voilà, il avait proposé un projet assez intéressant. Malheureusement, il n'a pas gagné. Les délégués ne l'ont pas suivi, voilà, les délégués, dans ce fameux projet. Ce projet business qui était vraiment important. C'est un projet qui devait permettre à cette fédération de dépendre d'elle-même, de dépendre de ses propres cotisations au lieu d'attendre uniquement la subvention étatique. Donc aujourd'hui, on a cette impression que voilà, s'il n'y a pas de subvention de la part de l'État, rien ne sera fait. C'est peut-être la raison pour laquelle rien n'a été encore fait de manière concrète sur l'organisation même des compétitions au niveau national, venant de la fédération bien sûr.
Ben, on a l'impression qu'après donc cette élection, bon, le Wushu s'en est allé. Il faut bien le réveiller. Oui, nous sommes, je le disais tantôt, hein, nous sommes en train de nous y atteler. Alors, sur le plan technique, oui, les clubs fonctionnent. Je vous signalais l'année dernière, et il y a 2 ou 3 mois derrière nous, l'ouverture de la Ligue de Wushu du Logoué Maritime. Alors, comment ils sont en train de se préparer, et ça aussi je le regrettais, il n'y a pas une espèce d'interopérabilité, nous ne fonctionnons pas tout à fait comme des vases communicants entre les différentes ligues. Chacun travaille dans son côté. Voilà, c'est quand même, oui, c'est une des tares. Alors, donc, aujourd'hui, je suis pas à même de mieux parler, effectivement, de ce qui se fait dans les autres ligues. C'est vrai, on a essayé d'organiser le Wushu avec la création d'un certain nombre de forats dans lesquels nous devions effectivement communiquer ou discuter, échanger effectivement, mais ça ne prend pas encore, effectivement, ça ne prend pas encore. Donc, sinon, techniquement, nous essayons de nous y mettre. Ok, alors au niveau de l'estuaire, comme je le disais tantôt, malgré la fermeture d'un des clubs phares, c'est-à-dire le club de Wushu de Bessieux, sinon on parle désormais d'école de Wushu de Bessieux, il y a 3 écoles de Wushu qui fonctionnent et qui ont déjà lancé leurs activités et qui entendent effectivement sous le drapeau, le symbole de la Ligue de Wushu de l'Estuaire, participer à la coupe de l'ambassadeur de Chine. Peut-être une question, si tu me permets. Oui, Jeremy. Voilà, Maître Mexan, est-ce que, on va dire que la fédération a mis en place une programmation sur l'année 2023 au niveau des compétitions qui devront se dérouler, justement? Tout à fait. Tout à fait. Le programme d'activité de la saison 2022-2023 a été proposé il y a 2 mois. Alors, nous sommes en train de le mettre en branle. Nous avons ouvert la saison sportive au niveau fédéral il y a 1 ou 2 mois. Alors, donc, nous entendons respecter ce programme. Alors, j'espère bien qu'il sera respecté. Je dis, c'est la volonté. Bon, comme on le dit parfois aussi, hein, l'homme peut proposer et puis Dieu disposer de la suite des événements. Alors, tel qu'il était programmé, cette saison, c'était effectivement l'ouverture avec ce grand stage qui a réuni un bon nombre d'athlètes. Bon, alors, la deuxième activité, c'est celle que nous devons mener d'ici au début du mois de mars. Alors, j'espère que les choses iront à bon port. Maître Mexan, est-ce que vous rêvez encore de voir le Wushu gravir les échelons au niveau de la pratique, voir les jeunes, au lieu de partir du Wushu, arriver encore massivement plus nombreux, venir adhérer dans les différents clubs? Est-ce que vous rêvez encore de ça? Bon, il faut dire que si on doit voir véritablement le Wushu prospérer comme par le passé, nous allons certainement devoir nous accorder 1 an ou 2 ans, ou peut-être 3, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec la pépinière. Cette pépinière varie en termes d'âge de 3 à 14, 16 ans aujourd'hui. Alors, nous n'avons plus la même catégorie d'athlètes que par le passé, mais nous sommes en train de travailler pour effectivement remettre les choses sur les rails. Et je pense que nous aurons satisfaction parce que les petits progressent en termes techniques. En tout cas, nous serons là pour vous accompagner et on espère véritablement que d'ici la fin de ce mois, on pourra aussi recevoir le président fédéral pour essayer d'en savoir un peu plus, échanger avec elle pour essayer d'éclairer l'opinion sportive sur la véritable situation qui prévaut au niveau de cette fédération de Wushu qui est chère quand même à certains de nos confrères comme Maître Amel Djouebogo que nous saluons au passage et qui nous a été d'un apport très important dans la préparation bien sûr de ce magazine de sport
est avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous laisser partir, c'est la fin d'année. Quel est le vœu que vous pouvez aujourd'hui souhaiter pour votre discipline et pour votre fédération? Première chose, franchement, c'est le respect du programme d'activité qui a été établi. Et ce programme d'activité ne peut être respecté qu'en tenant compte de toutes les forces vives du wushu, c'est-à-dire les différents acteurs que sont les maîtres, les clubs, les ligues. Alors, si tous ces acteurs sont mis en branle, sont mis à contribution, comme on le dirait ailleurs, une gestion participative, je pense que le wushu irait mieux. Maître Meksen Domita, nous vous disons merci et on vous souhaite bon vent et surtout beaucoup de courage dans la pratique du wushu et continuer à faire rêver la jeunesse gabonaise qui en a véritablement besoin. On l'annonçait déjà en ouverture de ce magazine de sport, décédé le 9 janvier 2023 dernier. Alain Dacosta Suarez a été accompagné à sa dernière demeure par le monde sportif sur le week-end qui s'achève. Il faut tout simplement dire qu'ils sont partis de tous les coins du Gabon, de toutes les provinces pour dire au revoir à ce digne fils qui le méritait. Pour essayer d'en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage signé Jeremy Ngoma. Alain Dacosta Suarez s'en est allé. Et pour lui souhaiter un dernier hommage, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour que cet événement, bien que malheureux, soit une parfaite réussite. Un dernier hommage qui lui a été rendu dans la salle du gymnase d'Olumi le 27 janvier dernier. Plusieurs délégations ont pris une part active à cet événement. La famille sportive et la famille biologique étaient là. C'était un moment émouvant pour ces derniers de pouvoir se recueillir, discuter et se remémorer les anciens souvenirs. Nous déplorons le décès, la disparition du coach Dacosta et la famille biologique du coach a voulu, dans les hommages qui devraient être rendus à M. Dacosta, associer la famille sportive. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le gymnase de Lomé pour le recueillement et les hommages que tout le monde, qu'il soit politique, sportif, public, puisse lui rendre hommage à la hauteur, n'est-ce pas, de ce qu'il a représenté pour notre sport et notamment le football. Et également pour faire en sorte que les footballeurs particulièrement lui témoignent sa reconnaissance, leur reconnaissance, allais-je dire. Cet illustre personnage qui aura fait les beaux jours de la sélection nationale laisse une trace indélébile dans les esprits de ces anciens footballeurs, mais aussi dans ceux des dirigeants. J'ai été particulièrement un de ces joueurs en club et en équipe nationale. Et je peux résumer simplement en disant beaucoup de professionnalisme, de rigueur, d'ambition qu'il nous a partagé, ce qui a fait en sorte que on a cassé plusieurs barrières, tant au niveau sous-régional que continental, et on a eu la chance à ses côtés, sous sa houlette, de placer le Gabon au niveau sportif sur la carte mondiale. Donc ça, c'est important. Mais on a également le fait qu'il n'a pas simplement formé des sportifs, mais des hommes. Je suis allé en congé avec mon épouse Isabelle. Et en France, avant de partir, on a dit au revoir à ma belle-mère. Et c'est ma belle-mère qui me dit, papa, fais un effort pour me faire venir mon enfant au Gabon. Parce que j'ai un enfant que les Blancs ont retenu en France. Il était un monsieur correct qui avait fait ses preuves au football. Il est entraîneur et il travaillait dans l'équipe de Mantes-la-Jolie, pas loin de Paris. Les gens qui vont vous raconter des histoires, c'est des faux. C'est moi qui l'ai amené. Mais avec lui, je l'ai amené d'abord au départ. Et puis après, comme il vivait avec une femme blanche, il avait fait les enfants, entre autres, Franck Dacosta qui est avec nous. Mais j'ai d'abord fait tout pour qu'on intègre Alain dans la fonction publique. J'ai eu
la chance d'avoir un beau-frère, un président, Omar Bongo, qui m'écoutait. Et nous l'avons tout naturellement compris. Il a intégré, il était inspecteur de la jeunesse et des sports. Il a même été inspecteur dans le Haut-Togo, etc. Vous figurez-vous, il a été un bon entraîneur à Manga Sport. Il a fait une 30 équipes qui était champion du Gabon. Méthodique, excellent, patient. Et comprenait les choses des gens parce que nous avions quand même un comportement qui n'est pas celui des Blancs. Et il fallait vraiment être patient, il fallait expliquer. Et au moment où il devait finir. Et il prend la décision et il punit. Il était teigneux. Mais celui qui a mené l'équipe du Gabon en Afrique du Sud pour trouver les cadres de peine, on les appelait même les Brésiliens d'Afrique. Si la problématique de la non-reconnaissance de nos anciennes gloires ayant marqué l'histoire du Gabon demeure une préoccupation majeure, mais aujourd'hui, Alain da Costa Soares repose désormais en paix. Jeremy, vous avez regardé et vécu ces moments, beaucoup d'émotions. Oui, plein d'émotions. Hein. C'était une situation assez terrible quand même de voir cette ancienne gloire, on va dire, de notre football, cet entraîneur qui a pratiquement presque tout donné hein, à notre pays, qui était là, exposé comme ça du côté du gymnase d'Olomie. Il y avait pas mal de représentants, des associations, plusieurs personnes étaient là pour pouvoir rendre un dernier hommage à cet illustre Gabonais qui a pratiquement tout donné à notre football. C'était aussi l'occasion pour ces personnes-là de se retrouver, de pouvoir se remémorer un certain nombre de souvenirs vécus déjà par le passé, sous les ordres bien sûr de Alain da Costa Soares. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup, notamment un ancien international, Valérie Ondo-Ebe, qui a parlé de beaucoup de choses, qui nous a exposé un certain nombre d'anecdotes, et c'était vraiment émouvant de pouvoir les écouter, discuter comme ça. Il y a eu plusieurs délégations qui ont effectué le déplacement du côté du gymnase d'Olomie pour pouvoir déposer des jappes de fleurs, de pouvoir rendre un dernier hommage, comme je le disais tout à l'heure. C'était vraiment bien. Il y a eu du beau monde quand même. On va dire aussi, on va tirer un chapeau quand même à l'organisation qui a été faite autour. Donc tout s'est très bien passé et voilà, on dit merci, on rend grâce à Dieu et on espère que il repose désormais en paix auprès du Seigneur. Oui, il faut dire que parmi les acteurs de ces hommages, il y avait bien sûr M. Morvan Donda. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des footballeurs du Gabon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous n'avez pas pleuré, même si c'était l'occasion quand même de pleurer et dire au revoir à ce grand homme qu'était Alain da Costa Soares. C'était très émouvant, mais vous savez, des fois, il y en a qui pleurent dans le cœur. Il y en a qui pleurent dans le cœur. C'est à l'annonce du décès du coach da Costa que j'avais coulé quelques larmes. Mais après, on s'est remis debout pour dire, maintenant qu'il est parti, il faut qu'on organise des obsèques pour l'accompagner dignement. Et les obsèques dignes d'un homme qui a passé son temps à bâtir, à travailler, à former. Il faut dire que Alain da Costa, c'était le bâtisseur du football gabonais, parce que être le premier à mener la sélection nationale à l'époque d'alors qu'on appelait Azingo à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et atteindre les quarts de finale, ce n'était pas rien, ce n'était pas petit, il faut le dire. Et on se souvient encore, à cette époque-là, on appelait l'Azingo national, les Brésiliens d'Afrique. Donc c'est dire que tout le monde a quand même gardé quelques anecdotes de l'homme. Morvan, vous qui avez côtoyé Alain da Costa Soares, il est parti, quelle image vous garderez de l'individu? Vous savez, le plus gros souvenir que j'ai du coach da Costa, c'est lorsqu'il nous a ramené l'UDAC 88 du Cameroun.
Parce que lorsqu'on avait gagné en 85, d'aucuns avaient dit ils ont gagné chez eux à la maison, ils ne pourront jamais gagner ailleurs. Mais en 88, on allait chercher l'UDEAC au Cameroun. Donc, au retour, vu la ferveur qu'il y avait eu, c'est le plus gros souvenir que je garde du coach. Alain da Costa Suarez, un homme phénoménal. Le peuple s'est rassemblé pour lui dire au revoir, très émouvant, avec les larmes aux yeux. Ça arrive, mais c'est la vie. On a su peut-être se rattraper pour très bien l'accompagner, Djermi. Oui, il faut dire que c'est quand même toute une histoire, hein, Alain da Costa Suarez, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai pu discuter avec certains anciennes gloires du football gabonais qui ont pu expliquer justement lorsqu'ils étaient sous les ordres de ce dernier, en racontant un certain nombre de choses, en parlant par exemple de la coupe de l'UDEAC du côté du Cameroun, où le message même qu'il leur inculquait était un message fort, parce que lors de la finale, je pense que c'était face au Cameroun, il fallait vraiment être capable de les battre. Et quand vous avez des joueurs comme Valérie Ondo, qui ont fait les beaux jours de la sélection nationale, donc Azingo national, il faut dire que Alain da Costa Suarez était peut-être l'homme qu'il fallait à ce moment-là. C'est l'un des entraîneurs à avoir eu un certain nombre de titres avec notre sélection nationale. C'est pas rien. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses avec l'équipe nationale du Gabon. Et je pense que cet hommage qui lui a été rendu a été très bien fait de la part du comité d'organisation. Et on va se retourner toujours, puisque je le rappelle que nous sommes avec Morvan Donda, qui est président de l'association des footballeurs du Gabon, qui a participé également à ces hommages à l'endroit d'Alain da Costa Suarez, qui est parti, qui se repose désormais à sa dernière demeure. Peut-être avant de boucler cette page douloureuse, Morvan, on a dit au revoir à un aîné, à un grand frère, à un père. Aujourd'hui, forcément, il y a un sens que chacun d'entre nous, sportifs, anciens sportifs, va donner à son existence pour accompagner ceux qui arrivent. Oui, il faut dire que un cas comme celui du coach d'Acosta doit nous interpeller. Parce que là, c'est lui qui est parti. Demain, à qui le tour? Il faut qu'on apprenne à accompagner nos icônes lorsqu'ils sont en fin de carrière, lorsqu'ils ont donné pour la nation, parfois au péril même de leur vie. Il faut qu'on leur rende ces hommages-là. C'est important, la reconnaissance. Beaucoup ont vibré dans des stades parce que da Costa était entraîneur. Lorsqu'il s'en va comme ça, les pouvoirs publics s'impliquent. Toute la population s'implique pour dire au revoir à cet homme qui nous a donné tant de ferveur. Mais tout n'a pas été aisé. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, désormais, il ne faut plus que ça se passe comme ça. Lorsque quelqu'un comme le coach da Costa décède, la nouvelle arrive, tout le monde est informé. On n'a pas besoin à ce moment-là de rédiger des correspondances à certaines institutions pour leur dire le coach da Costa est décédé. À ce moment-là, les pouvoirs publics peuvent s'auto-saisir et rentrer même en contact avec les associations pour dire nous avons été informés qu'une icône est partie, rapprochez-vous de nous, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement malheureux, il faut qu'on se tire à boulet rouge, qui va faire quoi, qui va faire... Donc ce sont des situations très gênantes qu'il faut à l'avenir essayer de parfaire. Vous voyez ? C'est-à-dire que le sportif au Gabon, malheureusement, est souvent logé à une petite enseigne. Et nous souhaiterions que désormais cela ne se passe plus comme ça. Et il faut tout simplement dire que malheureusement, c'est un constat qu'on peut faire de manière générale, mais on espère, comme le disait Morvan à l'instant, que les autorités vont essayer de rectifier le tir et permettre à nos gloires, pourquoi pas, de se reposer en paix. C'est quand même un peu touchant, hein, ce que Morvan vient de dire tout à l'heure, parce que on a l'impression que nos anciennes gloires
Je parle en général, bien sûr. Il ne s'agit pas que des footballeurs. Il y a aussi d'autres disciplines sportives. Il y a des sportifs qui ont fait les beaux jours de notre sélection nationale, qui sont, mais permettez-moi l'expression, abandonnés complètement à eux-mêmes. On va attendre qu'ils décèdent pour qu'on lève le petit doigt. Il faut désormais que les choses changent. Il faut que les autorités puissent réagir et puissent trouver un certain nombre de solutions pour pouvoir les aider. Parce que ce sont des personnes qui ont fait valoir notre drapeau à l'international. C'est pas rien. Ils doivent être respectés. Dans d'autres pays, les sportifs sont très bien respectés. Mais on a l'impression que dans notre pays, quand tu as été sportif, aujourd'hui, on t'oublie. Donc, ce sont des choses comme ça. Peut-être un coup de gueule que Morvan vient de lancer. Est-ce que ça va prendre forme? Est-ce que les autorités vont désormais prendre ce problème, cette situation à bras le corps? La question reste quand même On l'espère et on le souhaite vivement donc pour le ministre de la Jeunesse et des Sports et bien sûr tous les ministres qui concourent à améliorer les conditions de vie des Gabonais en général et des sportifs en particulier, essayent pourquoi pas d'apporter ne serait-ce que quelques esquisses de réponses dans l'amélioration de leurs conditions de sportifs. L'association des footballeurs du Gabon a apporté sa modeste contribution à cet hommage. On a vu vos membres, même si c'est des personnes qui tirent, comme on dit souvent, le diable par la queue, même si le diable, on ne sait pas s'il a une queue, mais il faut quand même dire que votre association a été au four et au moulin. Comment vous avez fait pour essayer d'apporter votre modeste contribution à ces hommages à Alain Da Costa Soares? Il faut dire que depuis que je suis à la tête de l'Association des footballeurs du Gabon, j'ai essayé d'instaurer une dynamique qui fait en sorte que lorsqu'il y a un événement, que ce soit des cas de maladie ou de décès comme ça, que l'on puisse se mettre... On a mis en place une certaine synergie de contribution. Donc, l'ensemble de la famille du football a cotisé. Nous avons mis en place un forum avec un trésorier et que ce soit les entraîneurs, les footballeurs, les footballeuses, en tout cas tout le Gotha footballistique gabonais a cotisé pour que nous puissions accompagner dignement le coach. Ce n'est que comme ça qu'on essaye de régler les problèmes parce que l'association n'a pas de subvention. Et vous l'avez dit, la plupart des membres qui composent l'association sont d'anciens footballeurs qui pour la plupart n'ont aucune situation sociale, donc n'ont pas pu se reconvertir. Donc lorsque vous avez des événements comme ça et que quelqu'un qui n'a rien vous envoie 5 000 francs de contribution, c'est énorme. Peut-être... oui, Jeremy. Si je me permets, Morvan, en tant que président de l'AFG, est-ce que vous mettez en place des stratégies qui pourraient permettre de former des anciens footballeurs je sais pas, à d'autres... vous voulez parler de reconvertir. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, la bataille qu'on a, c'est pour les nouvelles générations de footballeurs, pour qu'elles ne retombent pas dans les travers que nous avons eus. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, nous les impulsons et nous leur demandons de ne pas abandonner leurs études. Et que même pendant qu'ils jouent, dès qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller à l'étranger, c'est de faire des formations sur place. Par exemple, nous avons pris contact dernièrement avec Kenko pour voir dans quelle mesure on peut envoyer certains de nos membres suivre des formations qualifiantes là-bas, de telle sorte que lorsqu'ils arrêtent leur carrière de footballeur, qu'ils puissent se reconvertir. Or, les précédentes générations jouaient au football, mais n'étaient pas déjà logés dans le cadre d'une association pour essayer de voir les voies et moyens pour régler les problèmes de reconversion. Donc, ceux qui n'ont pas su, ou bien qui n'ont pas pu, se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Et c'est très gênant. C'est pourquoi nous disons, il ne faut plus que ça se reproduise pour les plus jeunes. Pour les anciens, aujourd'hui, c'est difficile.
Vous avez quelqu'un à 50 ans, vous allez l'envoyer faire encore quelle formation? Déjà qu'il y en a qui vivent dans la précarité totale. Il y en a qui sont abandonnés à eux-mêmes. Je vous assure que peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission, puisqu'on est venu là pour parler du coach. À une prochaine reprise, peut-être que vous m'inviterez sur ce plateau et nous évoquerons évidemment ce type de sujet qui est vraiment très important. Qui est important et qui veut véritablement mettre l'acteur au centre même. Parce que quand on dit, la dernière fois on parlait de Yelina qui nous disait que l'acteur du football gabonais, c'est la star, c'est le footballeur. Et il faut que l'acteur devienne un acteur important pour qu'il puisse véritablement être sociable. Il faut qu'il puisse s'intégrer dans la société pour essayer d'épanouir et de grandir. Bien sûr. Vous savez, il y a quelque chose que je n'arrive jamais à comprendre dans ce pays. Alors, vous avez des événements sportifs d'une grande ampleur, parfois sur le plan international. Je vous prendrai le cas du marathon de Libreville. Je vous prendrai le cas de la tropicale qui vient de s'achever. Ce sont des événements sportifs. Autour de ces événements, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour et qui bénéficient de certains revenus. Mais lorsque vous regardez autour, aucun sportif, ou alors 2 tondus, 3 pelés, vous ne trouverez jamais dans une coordination de la tropicale des footballeurs, des basketteurs, des anciens boxeurs, des anciens handballeurs ou handballeuses. Non, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs, qui gravitent là, et alors qu'on aurait pu, à l'occasion de ce type d'événement, intégrer certains anciens sportifs de haut niveau qui ont valorisé le drapeau de notre pays. Ce sont au cours des événements comme ça, on peut leur trouver des postes. Vous savez, lorsqu'on a joué au football, recevoir un ballon et puis en 2 secondes réfléchir à qui il faut le donner, c'est de l'intelligence. Donc il y a déjà des acquis. Par leur carrière, il y en a qui ont des acquis. Maintenant, on peut simplement les aider à valoriser ces acquis. Merci donc à Morgan Donda, puisqu'on parlait bien sûr de cet hommage, autant pour moi de l'hommage à Alain Da Costa Suarez. Il faut dire que c'est un problème qui a ému pratiquement tous les années qui ont accompagné à Da Costa, qui ont suivi Alain Da Costa Suarez. Il faut dire qu'il y a de l'émotion. Ça arrive, même le présentateur aussi peut laisser aller. Et on va vous permettre d'écouter quelqu'un qui a été avec Alain Da Costa Suarez, parce que ancien président, même pas ancien, parce qu'il est toujours président fondateur d'un club. Il s'agit bien sûr du général Jean-Boniface Asselé, et qui également a tenu à porter ses hommages à Alain Da Costa Suarez. Je vous invite à suivre ici Jean-Boniface Asselé. Mais c'est moi qui ai fait rentrer Alain et ma femme en France. Parce que je suis allé en congé avec mon épouse Isabelle. Et en France, avant de partir, on a dit au revoir à ma belle-mère. Et c'est ma belle-mère qui me dit, papa, fais un effort pour me faire venir mon enfant au Gabon. Parce que j'ai un enfant que les Blancs ont retenu en France. Il était un monsieur correct qui avait fait ses preuves au football. Il était entraîneur et il travaillait dans l'équipe de Mantes-la-Jolie, pas loin de Paris. Les gens qui vont vous raconter des histoires, c'est des faux. C'est moi qui l'ai amené. Mais avec lui, je l'ai amené d'abord au départ. Et puis après, comme il vivait avec une femme blanche, il avait fait les enfants, entre autres, Franck Da Costa qui est avec nous. Mais j'ai d'abord fait tout pour qu'on intègre Alain dans la fonction publique. J'ai eu la chance d'avoir un beau-frère, un président, Omar Bongo, qui m'écoutait. Et nous l'avons tout naturellement compris.
Il a intégré, il était inspecteur de la jeunesse et des sports. Il a même été inspecteur dans le Haut-Togo, etc. Vous figurez-vous, il a été un bon entraîneur à Manga Sport. Il a fait une 30 équipes qui étaient championnes du Gabon. Alors, et puis après, il était donc l'entraîneur de Manga Sport, mais il a également entraîné l'Union sportive Ombilianzami à l'époque, et vous en étiez le fondateur, le président. Quel genre d'entraîneur il était lorsqu'il entraînait peut-être l'USM, monsieur? Je vais d'abord vous dire qu'il a été d'abord fonctionnaire. Il fallait d'abord l'intégrer. Parce que de Français qu'il était, il fallait vraiment lui donner la chance d'être un Gabonais. Parce qu'on a fait la démonstration que sa mère était une Gabonaise. Ma belle-mère, à Omboué, et Songe le connaît, tout le monde le connaît. Même Renjambe, et je dirais à Gonjo, mais c'était tout naturellement ses parents. Mais quand je l'ai vu à l'air, je l'ai amené, il est resté. Son fils est arrivé, Franck. Aujourd'hui, poser le problème entre son fils. C'est tellement l'héritier principal. Parce qu'Alain a laissé quand même un ou deux enfants avec une Gabonaise. Vous comprenez? Donc si l'histoire d'Alain, quelqu'un vous le dit, c'est faux. Il n'y a que moi pour le connaître. Monsieur le Président, quel genre d'entraîneur il a été, puisqu'il a entraîné plusieurs fois l'USM pour vous? Méthodique, excellent, patient, et comprenant les choses des gens, parce que nous avions quand même un comportement qui n'est pas celui des Blancs. Et il fallait vraiment être patient, il fallait expliquer. Et au moment où il devait finir. Et il prend la décision et il punit. Il était teigneux. Mais celui qui a mené l'équipe du Gabon en Afrique du Sud pour trouver les cadres de peine, on les appelait même les Brésiliens d'Afrique. C'est lui. Finalement, à la fin, quand il est revenu, vous comprenez les choses. Les changements les plus souhaitants, leur mélancolie, il faut le reconnaître. Ben, on l'a jeté dans la poubelle de l'histoire, comme d'habitude. Comme nous autres, on nous jette dans la poubelle. Les gens qui font des stades pour les jeunes et tout ça, on vous dit que c'est vous qui tuez le football. Il est où le football? Jean-Boniface Arcelé qui pleure, bien sûr, son petit frère, son jeune frère, son beau-frère, puisqu'il avait tous les qualificatifs. Il a fait en sorte, en 87, que Ombilianzami puisse gagner une Coupe du Gabon Interclub. Il faut dire qu'Alain Dacosta n'était pas un entraîneur des moindres. Oui, je vais le redire, c'est un entraîneur qui a fait de très belles choses, qui a montré de bonnes choses à non seulement la sélection nationale, mais également dans les clubs dans lesquels il est passé. Il a fait les beaux jours de certains clubs. Je pense à Ombilianzami que vous venez de citer tout à l'heure. C'était un entraîneur vraiment valeureux. Donc, on lui a rendu, je parle du comité d'organisation, ils lui ont rendu des hommages assez mérités malgré ce qui a pu graviter autour. Ils se sont organisés tant bien que mal à trouver un certain nombre de moyens pour pouvoir lui rendre l'hommage de la plus belle des manières. Donc c'est quand même un chapeau que j'aimerais tirer. Et j'aimerais également poser une question, parce que ça c'est mon avis personnel que je viens de donner. J'aimerais poser une question à Morvan, qui a été membre du comité d'organisation de ces hommages-là. Si, à leur niveau, ils peuvent être satisfaits de l'organisation qui a été mise en place avant, pendant et après les hommages de Alain Dacosta Suarez. Ben, écoutez, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, hein, mais dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du déroulement des obsèques rendues au coach. Nous avons quasiment respecté tout le chronogramme qu'on avait établi. Les heures étaient respectées, tous les intervenants sont venus, les footballeurs, les footballeuses, en tout cas toute la famille du football était là. Hein, le ministère des Sports était représenté, la Fédération gabonaise de football était représentée, la Ligue nationale de football professionnel était là. Nous avons même eu la primature qui était là, le ministre des Transports était là. Donc, en gros, nous sommes satisfaits des hommages qu'on a rendus au coach, parce qu'il le méritait réellement. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais avec les moyens de bord et ce qu'on a eu comme accompagnement de la part de l'État, parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que l'État a fait
Mais j'ai ouï dire par certains interlocuteurs que l'État a contribué à l'organisation des obsèques du coach. Et c'est ce que nous souhaitons pour tout le monde, que l'État s'imprègne et s'implique davantage pour accompagner nos anciens qui nous ont fait vibrer, que ce soit lorsqu'ils sont en fin de carrière ou lorsque malheureusement la mort, qui est un passage obligé, arrive. Merci donc à Morvan. On rappelle tout simplement que vous êtes le président de l'Association des footballeurs du Gabon. Vous avez participé aux hommages à Alain Dacosta Suarez. C'était donc vendredi, samedi. Et vous l'avez très bien accompagné dans sa dernière demeure. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions de TV+, mais on peut vous rassurer qu'on reviendra vers vous pour solliciter également votre participation aux différents plateaux que nous allons organiser dans le cadre de ce qui concerne véritablement le social de certains anciens sportifs du Gabon. Merci et très bon début de semaine à vous. Merci, ce sera avec plaisir que je reviendrai ici pour échanger une nouvelle soirée. Merci. L'actualité sportive dans le domaine du football, c'était du côté du stade de Nzanyon. C'était bien sûr la commission électorale chargée de l'élection du bureau de la Ligue de football de l'Estuaire et qui a organisé un point de presse. Le président de cette commission électorale est revenu sur beaucoup de points qui visent véritablement à ramener la sérénité au niveau du football de l'Estuaire pour vous édifier. Je vous invite ici à suivre les quelques interventions du président du comité de la commission électorale chargée donc de cette élection. On écoute. La communication de ce jour visait à donner 3 informations. La première, c'était le calendrier électoral arrêté par les membres de la commission pour justement l'organisation de cette élection. Et sur ce point, nous avons arrêté un calendrier qui part du 22 février 2023 au 8 avril 2023, date du scrutin arrêté. Ensuite, il s'agissait aussi de présenter les différents critères d'éligibilité qui ressortent justement des statuts et du code électoral de la Ligue de football de l'Estuaire. Et le dernier point, c'était les éléments constitutifs pour le dossier de candidature. Je vais insister sur cet élément. C'est celui de la transparence. Et lorsque nous avons été élus le 14 janvier 2023 dernier, nous avons garanti que nous allons tout faire sous la base des textes de la Ligue de football de l'Estuaire pour que cette élection se déroule en toute transparence. Et il n'y a pas meilleure transparence que s'appuyer sur les dispositions statutaires et du code électoral même. Et c'est pourquoi vous avez vu que tout ce que nous avons ressorti comme critères d'éligibilité, comme éléments constitutifs du dossier à exiger des candidats, ce sont les textes même de la Ligue de football de l'Estuaire qui les imposent, qui les exigent. Donc voilà, nous garantissons la transparence une fois de plus et souhaitons que la sérénité règne afin que tout le monde se rende compte que l'élection s'est bien déroulée et que l'on ne retombe plus dans ce qu'on a connu avant. Voilà donc retour dans ce studio. On était là avec bien sûr le président de la commission électorale chargé bien sûr d'organiser les prochaines élections du bureau de la Ligue de football de l'Estuaire. C'était donc Jason Faustin Akouma qui était face à la presse. On retient tout simplement que l'élection a été arrêtée pour le 8 avril 2023 prochain et que l'on peut, à partir du 22 février 2023, déposer les dossiers de candidature. Et entre-temps, on le rappelle, Herman Malaga nous a rejoint dans ce studio. Herman, vous avez suivi la réaction du président de la commission électorale. Aujourd'hui,
Kessani avait saisi, on se souvient, petit bref rappel, Kessani avait saisi le tribunal arbitral du sport parce que l'élection avait été entachée des irrégularités. Mombo avait gagné. Est-ce que vous pensez que les deux protagonistes peuvent encore se positionner pour cette élection? Bonsoir Joël, Bonsoir. bonsoir Jeremy, bonsoir à nos téléspectateurs. Oui, effectivement, après tout ce qui s'est passé, lorsque quelqu'un est candidat à une élection, peu importe l'élection, et que la personne estime qu'il y a eu des irrégularités et va saisir les instances, les juridictions compétentes en la matière, ce fut le cas avec Paul Kessani, vous l'avez rappelé Joël, qui a saisi le TAS, je crois que cela montre déjà une certaine détermination. On a fait le choix de se porter candidat à une élection, on veut briguer un mandat au sein d'une institution, au sein d'une organisation. Et donc, si on va jusqu'à saisir les autorités compétentes et parler d'irrégularité, c'est parce qu'on veut aller jusqu'au bout. Nous allons certainement attendre. Vous avez dit à partir du 22, il y aura ces déclarations de candidature. Mais je crois que c'est possible que l'on retrouve les mêmes protagonistes parce que ce sont des hommes qui aiment le sport d'abord, qui aiment le football, qui sont du milieu, qui ont des compétences, qu'ils veulent faire valoir. Et donc, je crois certainement qu'on peut revenir et retrouver ces mêmes protagonistes lors de cette élection. Jeremy, le président de cette commission, Jason Foster Akuma, a rassuré tous les férus du ballon rond que cette élection va être transparente. Oui, il a rassuré tout le monde. Mais il faut dire que c'est un problème qui date quand même parce qu'on s'attendait à ce que cette commission-là tranche, se prononce véritablement, parce que ça fait déjà un moment qu'on attendait qu'il y ait à nouveau des élections au sein de la Ligue de football de l'Estuaire. Il faut dire on rappelle qu'il y a eu un petit contentieux parce que Paul Kessani, ancien international et capitaine de la sélection gabonaise, avait contesté la victoire de Serge Mombo. Donc c'est ce qui l'a poussé à saisir le tribunal arbitral du sport, le TAS, et cette élection, et il a obtenu gain de cause, ce qui a amené le TAS à annuler cette victoire, cette élection-là. Donc ils vont retourner dans les urnes à nouveau. C'est peut-être une première victoire de la part de Paul Ulrich Kessani. Sera peut-être pour lui l'occasion de pouvoir se présenter à nouveau. On ne sait pas. Peut-être lorsqu'on pourra discuter avec lui, il nous le dira, il nous le signifiera. Mais toujours est-il que l'élection se déroulera peut-être d'une manière transparente. Parce que il faut dire que s'il y a contestation dans une élection, ça veut dire que elle n'a forcément pas été transparente. Mais Jason l'a rassuré, on va attendre ce que cela va donner dans les jours à venir. Il faut rappeler tout simplement que tous les férus du ballon rond de la province de l'Estuaire font confiance donc à la commission électorale qui a été mise en place, et Jason Foster Akuma a rassuré donc tout le monde que cette élection sera donc transparente. Vivement donc tout se passe dans le meilleur des mondes et surtout que le football sorte vainqueur au niveau de la province de l'Estuaire et que le football retrouve le chemin, bien sûr, des terrains. Ceci nous amène à parler d'art martial avec le taekwondo en salle, il faut le dire, en mettant le cap du côté de la commune d'Akanda où désormais la fédération gabonaise de taekwondo s'est dotée d'un siège flambant neuf, équipé avec le matériel de dernière génération. C'était donc le samedi 22 janvier 2023 dernier. Il faut dire que la fédération gabonaise de taekwondo a décidé véritablement de s'aligner dans les fédérations qui offrent ne serait-ce qu'un cadre à leurs différents pratiquants, aux différents taekwondoïstes du Gabon, particulièrement de Libreville.
Oui, ce n'est que la résultante du positif qui se passe au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo. C'est une discipline qui se porte bien. C'est une discipline qui est sur le plan juridique en règle. Il faut dire que la Fédération gabonaise de taekwondo a reçu la subvention de la part de l'État. Donc, c'est peut-être ce qui lui a permis justement d'obtenir ce siège, ce nouveau siège. C'est une aubaine pour les pratiquants de cette discipline sportive-là qui auront peut-être un cadre nécessaire pour pouvoir aller discuter, aller se rapprocher des différents dirigeants de la discipline. C'est peut-être l'endroit idéal aussi pour pouvoir se conformer, etc. Donc, c'est une bonne chose. Ce siège vient à point nommé aujourd'hui et mettre les acteurs de cette discipline-là à l'aise. Donc, c'est forcément une bonne chose. On va dire que sous la houlette du président fédéral, comment on va dire, les mots m'échappent, la subvention, j'y arrive, qui a été reversée à cette fédération lui a permis justement de pouvoir départager à ces ligues, les 7 ligues donc qui appartiennent à la Fédération gabonaise de taekwondo. Donc c'est de telle sorte que le taekwondo dans les ligues va désormais fonctionner et pouvoir nous fournir un certain nombre de champions qui pourront valoriser le vert jaune bleu dans les différentes compétitions internationales. Il faut dire également que lors du dernier championnat du monde, le taekwondo n'avait jamais envoyé plusieurs athlètes, voilà, autant d'athlètes, donc ils étaient une dizaine. C'est vrai que les résultats n'ont pas forcément suivi. Voilà, n'ont pas suivi, n'ont pas Mais été quand même, bénéfices c'était des déjà Gabonais. ça, être présent du côté du Mexique. Exactement, c'était une bonne participation parce qu'ils étaient nombreux, donc ça n'a jamais été fait au niveau du Gabon. C'est justement la résultante, comme je le disais, d'une fédération qui se porte à merveille. Herman, une fédération qui se porte à merveille, et l'on a vu au cours de cette inauguration donc du siège fédéral la présence d'Anthony Obam, qu'on ne peut ne pas féliciter parce que c'est la figure emblématique aujourd'hui du taekwondo, non seulement au niveau national, mais au niveau africain et mondial. C'est le visage du taekwondo gabonais, c'est le visage du taekwondo gabonais, que ce soit sur le continent ou à l'extérieur et même au-delà. C'est un visage qui a inscrit son nom parmi les plus grands dans le domaine du taekwondo. Je voulais quand même revenir sur quelque chose. Vous savez, c'est vrai qu'on dit souvent que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Au Gabon, on arrive parfois à se satisfaire des choses, on ne devrait plus en être là. C'est bien que la fédération de taekwondo se dote d'un siège fédéral, mais entre nous, on ne serait plus en train d'inaugurer un siège fédéral pour la fédération de taekwondo au Gabon. Oui, j'arrive. Je suis en train de dire, je félicite l'équipe fédérale qui est en place. C'est un combat certainement que le président Denis Mbumba a su mener avec toute son équipe pour arriver à ce résultat. Je salue vraiment cette équipe qui a travaillé. C'est bien aujourd'hui que cette fédération ait ce siège. Avec tout ce que le taekwondo a apporté au Gabon, on pense que c'est une avancée significative et que cela va favoriser un travail encore plus professionnel au sein de cette fédération. Maintenant, on souhaiterait, parce qu'on sait très bien qu'il y a des fédérations aujourd'hui qui n'ont toujours pas de siège, il serait temps quand même que cette question soit élaguée et qu'on arrive à pouvoir mettre en place ces fédérations. Parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Il y a des subventions, il y a des présidents de fédérations, mais il n'y a pas de siège. Après, on se demande comment ça se fait, comment ça fonctionne, etc. On souhaite que les autres fédérations que nous ne voulons pas citer, qui n'ont pas de siège, aient quand même un siège aujourd'hui. Et on pense que les présidents fédéraux qui sont en place se battent, on leur adresse nos encouragements pour pouvoir emboîter le pas
à la fédération de taekwondo. Qu'ils se mettent d'abord en règle et puis on verra ce que ça va donner. Qu'ils se mettent en règle. C'est tout le bien qu'on ne peut souhaiter à ces dirigeants du monde sportif. Et au cours, bien sûr, de cette cérémonie d'inauguration donc du siège fédéral du taekwondo, nous allons vous permettre de suivre un extrait du discours prononcé par Maître Denis Mbumba, président de la Fédération gabonaise de taekwondo. L'événement est aussi rare que sa portée symbolique est forte. Ce moment est de ceux qui marquent l'histoire de plusieurs générations et je mesure l'honneur qui m'est fait. Je voudrais avant tout propos, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du bureau fédéral, témoigner ma gratitude aux plus hautes autorités sportives, en tête desquelles le ministre en charge des sports du Gabon, j'ai cité M. Franck Nguema, qui ne ménage aucun effort pour apporter des réponses aux besoins et aux attentes des aspirations dans le domaine sportif gabonais et qui d'ailleurs nous fait l'honneur de se faire représenter. Nos remerciements vont également à l'endroit du Comité national olympique qui, aux côtés des fédérations sportives, contribue fortement au développement et à la promotion du sport de haut niveau et la formation des cadres sportifs. Dans le même élan, nous nous sommes permis de rendre un hommage singulier à mes prédécesseurs qui ont œuvré chacun en ce qui les concerne en marquant d'une empreinte indélébile leur passage au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo. Toute chose qui nous aura inspirés en installant leur effigie dans le hall de la maison du taekwondo pour la postérité. Merci, chers pères. Merci, chers aînés. Merci pour le sillon que vous avez tracé comme une trace laissée par un instrument de labour à la surface du champ et que nous nous sommes engagés à suivre. L'inauguration de ce nouveau siège est une source de joie et de fierté légitime pour les taekwondoïstes et au-delà pour les organisations sportives que d'ailleurs j'encourage à aller dans ce sens. Je me dois à cette occasion aussi de féliciter la détermination de tous les membres du bureau fédéral, du bureau de la Fédération gabonaise de taekwondo, qui ont su rendre possible cette réalisation. Le bâtiment que nous inaugurons ce jour constitue une véritable vitrine de la modernisation de la gestion et de la bonne gouvernance de notre fédération. Ce bâtiment comprend entre autres des bureaux spacieux, entièrement équipés en matériel informatique et multimédia, d'une salle d'attente VIP, d'une grande salle de réunion avec toutes les commodités comprises Wi-Fi, etc. Une buanderie, une cuisine. La présente cérémonie est un accomplissement d'un volet important de notre plan d'action que nous avons dénommé Nouvelle Dynamique. Structuré autour des axes bien précis et reposant sur un cadre de travail propice au développement du taekwondo gabonais. Félicitations donc au président maître Denis Mbumba qui vient véritablement de rehausser le taekwondo national. On espère que les fédérations qui sont encore à la traîne pourront véritablement s'aligner afin de doter aussi leur fédération d'un siège digne de ce nom et arrêter véritablement de se balader avec les cachets fédéraux dans un sac. Dans un sac, Herman Djermi, dans un sac. On rigole, mais c'est un problème sérieux. Vous savez, lorsque vous arrivez à la Fédération gabonaise de football, au-delà de dire la fédération, la FEGAFoot, on parle de la maison du football. Vous ne pouvez pas gérer une maison si vous n'avez pas un toit déjà dans lequel vous vous retrouvez. Donc, c'est important pour ces fédérations de pouvoir avoir... Bon, il y a des réalités autour, peut-être que nous ne maîtrisons pas. Et voilà pourquoi je disais la critique aisée, l'art est difficile. Il y a peut-être des réalités que nous ne maîtrisons pas. Mais nous appelons simplement la famille sportive gabonaise à pouvoir se pencher sur cette question. C'est important pour ces fédérations d'avoir des sièges. Ça va permettre au président et à toutes les personnes qui sont autour de travailler dans de bonnes conditions. Djermi? Oui, c'est forcément
l'interpellation justement que nous devons faire à l'endroit de ces présidents fédéraux qui continuent de se balader avec les cachets dans les mallettes. Il faut se conformer, il faut avoir des sièges, ça fait plus sérieux et professionnel. Donc c'est un appel comme ça que nous allons leur lancer. Il faut effectivement que ces présidents-là se mettent en règle, parce que lorsque tu te mets en règle selon les nouvelles dispositions qui ont été mises en place par le ministère de tutelle, donc le ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier des subventions étatiques. Et lorsque vous bénéficiez de ces subventions-là, vous pouvez mettre en place un canevas qui va vous permettre, premièrement, de se doter d'un siège et troisièmement, de continuer vos différentes activités qui auront été étudiées par vous. Donc, c'est une chose importante de pouvoir se doter d'un siège. Ça fait plus sérieux et professionnel. Il faut être sérieux et au cours donc de cette cérémonie inaugurale, l'un des précurseurs du taekwondo au Gabon, le général Barthélemy Ratanga, qui a été bien sûr président de l'association de taekwondo, bien avant que le taekwondo ne devienne une fédération, en a profité pour prodiguer quelques conseils aux jeunes taekwondoïstes gabonais, tout en commençant par le port-étendard du taekwondo gabonais. On l'écoute. Monsieur le Président, aujourd'hui, le taekwondo n'est plus un sport à minimiser, puisque de votre discipline est née la première médaille olympique du Gabon. Et donc le taekwondo, parmi tant de sports d'élite, est devenu le sport d'élite, le sport qui est en tête. Vous avez le devoir de le renforcer. J'ai vu un jeune homme qui est là, je crois que c'est Anthony, il est là. Anthony, je voulais m'adresser particulièrement à toi, je me permets de te tutoyer. Sur vos épaules, une lourde responsabilité. Vous ne pouvez pas la négliger, vous ne pouvez pas l'ignorer et passer, se faire montrer du doigt dans la rue en disant c'est un ancien champion. Vous devez être dans l'écurie, toujours dans l'écurie, comme ton ancien à côté, Maître Lomou. Maître Lomou, c'est moi qui l'ai amené. Dans l'armée en tout cas, je l'ai amené, il s'est développé. J'ai fait de lui un arbitre international et je pense qu'il y est toujours. Et cet amour du taekwondo chez ce monsieur est tel qu'il a pris les enfants en bas âge. Il les a conduits à un certain niveau. Et je pense que chacun de nous a ce devoir-là, d'amener le taekwondo toujours plus haut. Nous ne pouvons plus reculer. Le taekwondo aujourd'hui à 46 ans, nous devons nous développer encore. Vous aviez eu, j'allais dire, la chance de me voir aujourd'hui cet après-midi. Ce n'est pas sûr que dans un an ou dans 2 ans, nous nous revoyons. Peut-être que si je suis encore ici, je n'aurai peut-être les moyens de venir jusqu'ici. Et c'est pour cela que je voulais vous remercier vraiment chaudement de m'avoir invité, de m'avoir fait l'amitié de venir assister à cette cérémonie. Un siège, vous avez une maison maintenant. Vous êtes adulte, vous avez construit une maison, vous avez une maison. Et cette maison, il faut l'entretenir. Et je suis certain, je suis persuadé que vous saurez toujours entretenir cette maison dans la sérénité, dans la paix qui sied à tout taekwondoka. Éduquez toujours les jeunes. Parce que c'est à partir de l'éducation que vous leur avez donnée que notre pays peut se développer et se développera comme les dragons asiatiques. C'est sur cette base-là qu'ils sont développés, cette voie de la discipline. Vous ne pouvez pas faire autrement. Merci de m'avoir invité. Quand on regarde ce joyau architectural, on ne peut que féliciter non seulement le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Maître Denis Bumba, mais aussi l'ensemble du bureau fédéral Jeremy Herman. Oui, on ne peut qu'adresser nos félicitations. On sait que c'est un travail sérieux qui a été abattu pour arriver à ce résultat. Donc on félicite effectivement le président fédéral Denis Bumba et toute son équipe pour ce travail abattu. Et quand on regarde cette joie affichée sur les visages,
c'est important, et on va peut-être aller plus loin pour dire que on se rend compte qu'au Gabon, il y a encore des hommes sur qui on peut s'appuyer, des hommes à qui on peut faire confiance, des hommes qui veulent travailler si on leur donne les moyens, qui sont capables de faire de bonnes choses et atteindre des résultats positifs. Félicitations à cette équipe fédérale. Bravo à Denis Mbumba pour le travail qu'il abat au sein de cette fédération de taekwondo. Je le disais tout à l'heure, c'est une fédération ou c'est une discipline qui est en train de monter en régime, donc à travers ses différentes participations dans les compétitions internationales. On commence par les participations. Demain, après-demain, on aura des résultats positifs. Je suis sûr et j'ai confiance que cette discipline-là va nous rapporter beaucoup de médailles, va nous faire plaisir, va nous faire vibrer à nouveau. Donc bravo à Denis Mbumba pour ce siège de la Fédération gabonaise de taekwondo et on espère que les choses vont se dérouler de manière positive, lui et son groupe. Messieurs, on ne vous quitte pas, on se retrouve juste après cette transition.